Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Aujourd'hui, les mobilisations féministes sont parfois la cible de critiques. Je veux rappeler que les violences conjugales n'ont pas toujours été reconnues comme une question de société légitime. Et pour cause, c'est grâce aux mobilisations féministes des années 70 qui définissent alors la violence dans le couple comme une violence faite aux femmes, c'est-à-dire comme le fait de rapports de domination entre les hommes et les femmes que les pouvoirs publics se sont emparés de cette question. Après le mouvement MeToo, c'est encore grâce aux mobilisations féministes que le terme féminicide s'est imposé récemment dans le débat public, que les quelques 120 féminicides annuels sortent peu à peu de la rubrique des faits divers pour rejoindre celle des questions sociétales. En dépit de ce demi-siècle de combats et de nombreuses lois votées depuis 15 ans, le nombre de ces crimes ne diminue pas, car la protection réelle des femmes victimes de violences conjugales implique de tenir compte de deux impératifs. La protection judiciaire des femmes d'abord et l'accompagnement jusqu'à la sortie effective et durable des violences ensuite. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes l'a rappelé récemment. Cet accompagnement doit inclure la prise en charge sanitaire, la mise à disposition d'un hébergement sécurisé et le traitement adapté de la parentalité. La proposition de loi que nous sommes amenés à voter ce soir répond en partie à ces impératifs. Parce qu'elle restreint la pratique de la médiation familiale et interdit la médiation pénale dans un contexte de violence conjugale, parce qu'elle supprime l'obligation alimentaire en cas de crime, parce qu'elle prévoit la saisie des armes dès le stade de l'enquête, enfin parce qu'elle prévoit la reconnaissance de cybercontrôle dans le couple. Je voudrais prendre quelques instants sur ce sujet. Si cette forme particulière de violence conjugale échappait encore il y a peu au radar des politiques publiques, un certain nombre de travaux alertaient déjà depuis plusieurs années sur l'ampleur du phénomène. Je pense notamment aux travaux du Centre Hubertine-Auclair et à ceux du Haut Conseil à l'égalité. Le cybercontrôle au sein du couple, c'est donc l'usage des services numériques par un conjoint violent pour contrôler l'activité de la femme, déplacements, activités sociales, dépenses et j'en passe. Si l'on ne dispose pas de données en France, une enquête réalisée en Grande-Bretagne par une association de prise en charge des femmes victimes de violences nous donne un ordre de grandeur. 85% des femmes accueillies ont subi des violences en ligne et 29% l'ont été via des logiciels de géolocalisation et de surveillance. Il était urgent que nous nous saisissions de cette question, c'est désormais chose faite et je m'en réjouis. Je présentais en début d'après-midi une proposition de loi visant à améliorer l'effectivité du droit à l'avortement et co-signée par des collègues de 8 groupes politiques différents. En matière d'IVG comme en matière de violence conjugale, on peut avoir le sentiment que les droits des femmes sont garantis. Pour autant, bien que l'arsenal législatif français soit important, ce qui est en jeu, c'est bien l'effectivité de ces droits. Et pour que le droit à une vie sans violence sexiste et sexuelle soit effectif, notamment sans violence conjugale, le chemin est encore long. D'abord parce que le budget qui est consacré reste restreint et insuffisant au regard des besoins identifiés. Le HCE estime que les besoins au-dessus de 500 millions d'euros par an, contre 80 millions aujourd'hui. Vous le voyez, la marge de progrès est importante. Ensuite, j'en reviens au texte dont nous débattons aujourd'hui, parce qu'il est essentiel de déployer pleinement les mesures de protection des victimes, au premier lieu desquelles l'ordonnance de protection. Si ce dispositif existe dans la plupart des pays d'Europe, les justices espagnoles et britanniques, par exemple, en délivrent 20 000 par an, quand la justice française n'en délivre que 10 000. La présente PPL a pour objectif honorable, entre autres, de permettre que les ordonnances de protection soient attribuées plus rapidement. Le décret du 27 mai 2020 a suscité de vives interrogations. La loi portée par notre collègue Pradié fixait un délai de 6 jours au juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d'ordonnance de protection. Mais ce décret est venu ajouter deux nouvelles règles. D'abord, le fait que les femmes victimes de violences ont 24 heures maximum pour informer leur conjoint violent de l'ouverture d'une procédure à leur encontre, au risque de voir cette procédure annulée si le délai est dépassé. Ensuite, le fait que la procédure qui doit être réalisée par un huissier aux frais de la victime. Les modifications annoncées par l'ancienne garde des Sceaux, et notamment l'allongement du délai de 24 à 48 heures, restent largement insuffisants. J'en appelle à la vigilance collective. Chers collègues, car en l'état, il me semble que ce décret met en péril les ordonnances de protection et plutôt que de renforcer les mesures de protection, il les affaiblit. Pour toutes les raisons évoquées plus haut et malgré ces quelques limites, et parce qu'en matière de violence conjugale, il n'y a pas de petites avancées, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité votera cette PPL. Je vous remercie.